Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour cette deuxième table ronde sur la nécessité de relancer ou pas et comment la construction. Alors, vous le voyez, je suis la seule femme du plateau et j'espère que l'année prochaine, on aura réussi à poser les bases, les fondations d'une parité femmes-hommes. Alors, en attendant, je vais essayer de poser un regard féminin sur les sujets qu'on va aborder, un regard humain et sensible, et heureusement, il va être posé aussi par Pierre Chevillard. Merci Ariane. Donc oui, l'année prochaine, nous aurons sans doute plus de mixité, mais là, nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup laissé parler les maires, nous expliquer leurs problématiques, leurs nécessités, leurs difficultés. Maintenant, on va donner la parole, aux producteurs de logements et à ceux qui les financent aussi. Alors nous avons avec nous Jean-Louis Dumont, qui est président de l'Union sociale pour l'habitat. Nous avons Hugues Vanel, qui est président de la Fédération française du bâtiment de Bretagne et président de Foncière Logement. Pascal Boulanger, qui est vice-président de la Fédération des promoteurs constructeurs. Et Patrick Stocker, responsable logement à la Fédération nationale du crédit agricole. Alors Ariane, relancer la construction, ça passe par quoi? Poser quelques thèmes du débat. Alors les thèmes du débat, c'est d'abord, est-ce qu'il faut relancer cette construction? Parce que voilà, les chiffres, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on veut leur faire dire? Et où aller? Et si oui, eh bien, comment on s'y prend? Pour quel public? Avec quels outils? Sur quel territoire? Donc on va aborder tous ces problèmes point par point. Oui, de savoir aussi pour qui on le fait, par qui on le fait, à quels endroits. Est-ce qu'il y a des secteurs, des populations à privilégier? Est-ce qu'on peut compter simplement sur la bonne volonté des acteurs? Et est-ce qu'il faut aussi travailler davantage des aides? Il y a aussi un paysage financier, et c'est par ça que nous allons commencer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de relance de la construction si on ne parle pas de financement. Patrick Stocker, donc à la Fédération du Crédit Agricole, comment est-ce que vous envisagez une éventuelle relance de la construction? Parce que les banquiers sont quand même en proie à un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on vous demande de prêter, et de prêter beaucoup, toutes les instances, notamment la Banque Centrale Européenne, voilà, on vous donne de très très solides moyens pour le faire, et puis de l'autre, eh bien, vous avez des instances qui vous disent « attention, il ne faut pas trop prêter, on prend des risques, on va surendetter les ménages ». Comment est-ce que vous vous positionnez dans cette problématique? Alors, concrètement, est-ce qu'on peut effectivement financer tout ça? Alors, le maire de Périgueux, ce matin, il parlait d'injonction paradoxale, et j'aimais bien le terme, de dire qu'effectivement on reçoit des messages contradictoires. D'une part, une politique de taux négatifs qui a pour but de développer les encours de crédit, et si, comme c'est le cas aujourd'hui, les banques font le job un peu et développent ces encours de crédit, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va beaucoup trop vite. Alors, Michel Mouillard l'a rappelé dans son introduction, et c'est bien quand c'est un universitaire qui le dit, parce que si c'était un banquier, on ne le croirait peut-être pas, mais le crédit bancaire a accompagné la reprise avec des allongements de durée, des baisses d'apport personnel et des hausses de taux d'endettement, en faisant profiter les acquéreurs de la baisse des taux de marché qui ont été répercutés au niveau des taux des crédits immobiliers, qui sont parmi les plus faibles en Europe, surtout pour des taux qui sont des taux fixes. Alors, la question que vous posez, c'est ce qu'il est possible de maintenir possible d'augmenter ces encours de crédit. Moi, je dirais, est-ce qu'il est possible déjà de les maintenir avant de pouvoir les augmenter? Parce que c'est une vraie question qui se pose. Mais parce qu'il y a un risque que ça ne puisse pas être maintenu. Alors, sur trois éléments de réponse dans les quelques minutes qui me sont octroyées, sur les taux et la durée du crédit. Alors, avec toute la prudence qu'on peut avoir sur ces questions financières, on semble rester durablement dans un monde de taux négatifs qui pose d'autres problèmes pour les bilans bancaires, mais qui ne doit pas remettre en cause la durée des crédits ou les taux qui sont pratiqués aujourd'hui. On n'imagine pas augmenter encore la durée de ces crédits, on n'imagine pas encore des taux de crédit habitat qui baissent encore de façon significative, on attend probablement un bas historique. Mais les banques n'ont pas de problème financier pour faire plus de crédit. Et je dirais au contraire, c'est la position du Crédit Agricole, mais c'est le cas des autres banques et celles qui sont représentées aujourd'hui, une volonté de développer ces encours de crédit pour contrer notamment les effets des taux négatifs sur les comptes d'exploitation des banques. Par contre, sur les conditions d'octroi et ces conditions favorables qui ont été développées par les banques françaises,
Et si on regarde du côté des autorités, tant des autorités bancaires françaises que des autorités européennes, la réponse est clairement non. On est en effet face à des autorités de contrôle des banques qui s'inquiètent à la fois de l'augmentation rapide des encours de crédit et de cet assouplissement des conditions d'octroi. Alors, je ne vais pas vous faire le panégyrique complet, mais je vais vous prendre trois exemples. Le gouverneur de la Banque de France, qui appelle à la vigilance face à l'augmentation de l'endettement des ménages. Et le dernier rapport de l'ACPR, donc qui est une partie de la Banque de France, nous dit « Il convient que les établissements prêteurs se montrent des plus prudents quant aux conditions auxquelles ils financent les acquéreurs. » Alors, de demander à des banques d'être plus prudents, c'est assez amusant. Le Haut Comité pour la stabilité financière, qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances, donc une instance politique, en a tiré des conséquences et il a fait, je vous passe les détails techniques, mais il a créé des surcharges de fonds propres pour les banques dans le but explicite de dire qu'il faut freiner le développement des encours de crédit. La Commission européenne, qui s'apprête à transposer en Europe une législation dite BAL 4, qui propose de plus que doubler les exigences de fonds propres, notamment sur les prêts avec des quotités de financement qui sont élevées. À ce stade, c'est une proposition de la Commission qui figurera dans un projet de loi à discuter au niveau européen, mais la menace est considérée par l'ensemble des banques comme tout à fait significative. On revient, et je ne le reprendrai pas, mais sur des mêmes discours qu'on trouve à la Banque centrale européenne, qui supervise les banques en Europe, ou bien l'autorité bancaire européenne qui vient de s'installer, je crois, en France, mais je ne suis pas persuadé qu'elle ait encore totalement pris la conscience des spécificités des marchés, des systèmes bancaires français. Alors, il s'agit à la fois d'un discours incitatif, faites attention, mais il s'agit également de mesures dissuasives pour vous empêcher de le faire, comme c'est prévu dans ces discussions pour la législation de BAL 4, qui pousse clairement les banques à revoir leurs conditions d'intervention et à limiter la progression de ces crédits immobiliers. Donc l'accélération de la croissance des encours qu'on est en train de constater avec une production de crédit habitat, vous avez vu dernièrement la croissance des transactions immobilières, donc ça veut dire plus de crédit habitat, et cette production très dynamique vont accélérer, risque d'accélérer paradoxalement les mesures pour freiner cette même activité de crédit par les banques. Donc, troisième élément du raisonnement, on ne peut être que pessimiste sur la capacité des banques à maintenir ces conditions d'octroi. On a en France des quantités de financement qui sont particulièrement élevées, et parce qu'on n'a pas un raisonnement de banquier hypothécaire, comme dans les autres pays européens, qui en général raisonnent sur je vous prête sur la valeur du bien. Nous, on prête sur, et toutes les banques françaises sont à peu près dans le même cas, on prête sur une approche de solvabilité client, qui nous a permis de proposer des quotités de financement qui sont particulièrement élevées, alors que beaucoup de pays européens plafonnent leur quotité d'intervention à 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres de la Banque de France, on a 12% des acquéreurs en 2018 qui ont une quotité de financement supérieure à 100%, et on a 26% qui ont une quotité comprise entre 80 et 100%. Donc ce qui est dans le viseur des autorités françaises et européennes, c'est grosso modo ces 40% d'acquéreurs qu'on finance aujourd'hui, qui est une spécificité française et qui est considérée comme dangereux à partir du moment où il y a une volonté d'imposer en Europe un mécanisme qui soit proche, qui soit identique à peu près dans l'ensemble des pays, et qui va se baser non pas sur le système français, mais sur les systèmes que l'on rencontre dans les autres pays européens. Et 40% de la production, pas besoin de vous faire un dessin, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif. Qu'est-ce qui va se passer? À très court terme, pas grand-chose. On voit que, heureusement, la sinistralité des crédits reste très faible, le coût du risque très bas, et le surendettement, comme Michel le rappelait tout à l'heure, reste plutôt en baisse, ce que reconnaissent d'ailleurs les autorités de contrôle. Donc ces discours et ces décisions n'ont eu pour le moment qu'un impact réduit. On a quand même serré un peu les mailles du filet. Peut-être qu'on va les resserrer encore un petit peu, mais quand on voit les volumes de crédits qui ont été distribués sur le second trimestre, il n'y a pas eu encore d'effet significatif.
Le moteur reste une concurrence entre les banques qui est très vive, et cette volonté que j'ai mentionnée auparavant des banques de vouloir continuer à développer leurs encours de crédit. À court et moyen terme, il faut bien comprendre que les banques appliquent et vont devoir appliquer les réglementations qui leur sont proposées. Ce n'est pas la limitation de vitesse à 80 km/h qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qu'on interprète comme on veut. Les règles des autorités prudentielles sont extrêmement strictes et on va les appliquer. À partir de quand? Alors, il y a des mesures qui sont d'effet immédiat. Quand les surcharges de fonds propres, ça a été décidé, ça entre en vigueur. Il y a déjà eu 2 décisions. Donc, je veux dire, on voit bien une logique de renforcement de ces conditions restrictives décidées par le Haut Comité de la stabilité financière. Après ça, il y a d'autres mesures qui sont faites. Il y a des inspections de la Banque centrale européenne dans les banques françaises qui viennent voir comment est-ce qu'on prête. Et puis, il y a la législation de Bâle IV. Donc, si elle est transposée, elle s'appliquera progressivement à partir de 2021. Mais ça veut dire que, très rapidement, on va devoir anticiper sur ces législations. Pardonnez-moi, ce qui veut dire que concrètement, les banques feront moins de crédits sans apport, moins de crédits à 110%, et l'allongement de la durée des crédits va s'arrêter, c'est ça? Alors, j'ai dit que si l'ensemble des mesures qui étaient en discussion, oui. C'est ça, donc ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir un resserrement des conditions de financement. Alors, tout n'est pas perdu. Le Premier ministre, Édouard Philippe, est intervenu récemment justement sur Bâle pour dire que la transposition des règles de Bâle IV était une décision politique et qu'on ne le laissait pas à la main justement uniquement de techniciens. Ce n'est pas parce qu'il y avait un accord de Bâle IV qui avait été signé au niveau international que nécessairement on allait devoir le transposer et être les bons élèves, ce qui est la politique de la Commission actuelle aujourd'hui, de dire on va le transposer strictement. Alors on est dans des débats, et je le reconnais volontiers, qui sont assez ésotériques. Pour les comprendre, il faut un peu s'investir, mais on est sur des débats qui sont importants pour votre activité à vous, et donc les discussions dans les prochains mois, pour revenir sur votre question, vont être décisives justement sur ce qui va être fait et sur la ligne politique qui va être donnée aux banques. Est-ce qu'on continue à prêter et à développer nos encours de crédit comme on souhaite le faire, ou est-ce qu'au contraire des séries de mesures très techniques qui vont être prises et qui vont dissuader les banques de continuer dans la voie, les banques françaises, de continuer avec cette spécificité que j'ai mentionnée sur l'apport personnel, de continuer dans ce sens. Donc moi, je vous invite en tant que professionnel de l'immobilier, monsieur le ministre également, de nous donner des éléments de cohérence pour qu'on n'ait pas une main gauche qui nous dise allez-y, taux négatif, développez vos encours, et une main droite qui nous dise attention, il faudrait plutôt quand même ralentir un peu et vous mettre à l'unisson de ce qui se fait dans les autres pays, dans les autres pays européens, notamment sur les quotités de financement. Mais vraisemblablement sur la question du timing, le ralentissement, vous le voyez d'ici quelques mois, c'est pas tout de suite. Le message de la Banque de France, quand je vous citais, parce que ça se diffuse dans les banques. Je veux dire, au début, les banques suivaient plus leur niveau d'impayé, parce que c'est là-dessus qu'il y a des conséquences financières sur les provisions. Donc on est très sensible à ça. Donc avant, la politique des banques, on le tirait plus par ce niveau d'impayé et de risque qu'on devait constater dans nos banques. Aujourd'hui, on nous dit, regardez également ce qu'on appelle le sous-jacent, donc regardez également la qualité de vos dossiers. Alors on le faisait aussi, mais à force, quand vous êtes dirigeant de banque et que vous avez le gouverneur de la Banque de France qui vous dit cher ami, arrêtez de faire n'importe quoi, il y a quelque part un poison qui se diffuse dans des banques sur lequel il y a des équilibres qui sont entre des directeurs de risque qui sont plutôt le pied sur le frein et des directeurs commerciaux qui sont plus ou des directeurs financiers qui sont plus sur la pédale de l'accélérateur parce qu'ils voient la chose. Donc c'est des choses qui peuvent se diffuser lentement. Après ça, il faut être attentif aux messages qui vont continuer à être donnés par les autorités françaises et européennes. Donc en attendant d'y voir clair, c'est le moment d'emprunter, qu'on soit professionnel, particulier. Foncez avant qu'on nous en empêche.
Donc, du point de vue de la relance de la construction, sur les questions de financement, effectivement, c'est maintenant. Alors après, cette question, c'est de savoir si vraiment il faut le faire. On a eu les chiffres qui sont tombés très récemment, où on a effectivement un peu moins de permis de construire, un peu moins de mise en chantier. Donc, cette relance de la construction, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Jean-Louis Dumont, par exemple, le professeur Moyard a insisté sur les 150 000 mises en chantier de logements sociaux. C'est un objectif inatteignable. Comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Il est d'une extrême sagesse, le professeur Moyard. Il a eu raison de rappeler certains chiffres. Moi, j'en ai fait d'autres sous les yeux que j'ai pris dans le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Comme la Fondation Abbé Pierre est marquée au sceau de l'ancien abbé, il y a un peu d'éthique, peut-être même beaucoup de morale. Et donc, on fait attention à ce qu'il dit. Donc, l'état du logement dans ce pays, il est simple. On manque de nouveaux logements à attribuer. Paris, il faudrait 10 ans à 80 000 logements pour stocker, sauf à ce qu'entre-temps, on ait déclaré qui a droit, effectivement, réellement, à un logement social, pour quelle durée et dans quelles conditions. Voilà. Bon. Il y a 2 millions de logements considérés comme insalubres. Alors parfois, dans les 2 millions, il y a la ruine, et puis il y a aussi des coups de peinture à remettre, des assainissements à faire. Il y a aussi, ça a été rappelé par le SAMU social, enfin le président du SAMU social de Paris, 23 000 places, il en manque quelques milliers à Paris. Et il y a des secteurs où, alors il y a des communes où on ne parle pas des sans-abri, car tous les soirs, ils ont un abri, ils sont pris en charge. Ça, c'est le maire qui s'en occupe directement, souvent. Quand il sort de sa mairie, sous le porche, il y a le gars qui attend. Bon, ou la femme, battue, avec ses gosses, qui attend. Tout ça, donc, se traite d'une façon humaine. Mais on a une obligation de loger des publics particuliers. Depuis 10 ans, j'ai vu, moi, un public particulier qui intéresse les HLM, qu'on retrouve dans nos logements, sont les publics qui, souvent, étaient déjà en psychiatrie. Psychiatrie légère, hein, une crise de temps en temps d'orage, bon, un coup de chaud, enfin, peu importe, voilà. Quand la ministre d'aujourd'hui, ou celle d'hier, ferme des lits en psychiatrie, c'est du logement nouveau, public ou privé, hein, dans le logement privé très social, qu'on a tous dans nos villes, et qu'on visite régulièrement, et on connaît d'ailleurs les bailleurs avec toutes leurs qualités et aussi leurs défauts, il y en a quelques-uns. Bon. Donc dans tout cela, on a besoin de logements nouveaux, on a besoin de logements à renouveler, on a besoin de logements dans nos quartiers, on a besoin, oui, de démolir, de déconstruire. À une époque, je crois même qu'on avait réussi à l'USH à marquer gros travaux spéciaux. Parce qu'on n'allait quand même pas, nous qui réclamions de construire plus, dire on va démolir une partie de notre patrimoine. Il y a des raisons. Enfin, on a entendu le maire de Nanterre nous expliquer pourquoi. Alors lui, il a de la demande. Il est dans une région où il y a de la demande. Dans la Meuse ou les Ardennes, c'est moins dense, c'est moins important. C'est tout aussi important d'avoir le logement d'aujourd'hui, aux normes d'aujourd'hui, pour préparer pour les populations de demain et accompagner l'économie, la qualité de vie, l'attractivité. Voilà. Après, on parle de mobilité. Bien. Donc, on a besoin de tout cela. Alors, quand j'entends BAL 4 qui arrive, je regarde immédiatement le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, accompagné de l'ancienne directrice, mais qui à tout jamais, l'ancienne présidente, pardon, Maryse, ce sera toujours la présidente de la CGLLS. Moi, à une époque, on m'avait appris qu'il fallait augmenter nos cotisations pour apporter des fonds propres supplémentaires à la CGLLS
Parce que quand même, le mouvement HLM, il doit 150 milliards d'euros, tant à la Caisse des dépôts, au moins pour 120 milliards, que dans certaines autres banques, dont vous faites certainement un peu partie. Voilà, les caisses d'épargne ont contribué à une époque, enfin, des fois ça va, ça vient, mais vous vous êtes engagé, effectivement, à accompagner des opérations de logements immobiliers sociaux, ce qui veut dire sous plafond de ressources, sous conditions, sous contraintes. Et j'ai bien compris ce matin qu'on était prêt à trouver d'autres contraintes quand même, la grand-mère, tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai un cas, je vous l'ai déjà dit, monsieur le ministre, je pense qu'il ne l'aura pas, son logement. Il a toujours payé depuis 32 ans son loyer dans un logement. Le malheureux est retraité fonctionnaire. Entre-temps, il a fait un AVC, il a un début de Parkinson. Je lisais une de ses cartes il y a quelques jours en rentrant de vacances. C'est vraiment... il s'estime une capacité à survivre à son état encore 2 ou 3 ans. Alors s'il avait la terrasse du rez-de-chaussée, accessible pour l'immeuble, mais il pourrait déambuler à l'extérieur. Alors il est un peu intellectuel, prof d'histoire, écrit des livres sur les évêques de Verdun. Bon, eh ben on va lui dire non. Alors j'ai fait appel à vous, monsieur le ministre, en disant « Mais le ministre a dit qu'après 70 ans, quand même, on peut respecter l'âge de la personne si on ne respecte pas elle-même la personne. » Mais on en est là aujourd'hui. Oui, mais l'encolse va venir. Ah, l'encolse. Alors oui, on a besoin de logement. Oui, on a besoin de financement. Oui, notre modèle économique a été revisité je ne sais combien de fois. C'est plus celui du Moyen-Âge. Enfin, on a un siècle d'existence. Bon, simplement, ce modèle économique, il a su s'adapter. Alors, il y a ceux qui sont performants, modernes, innovants, qui ont des idées plein la tête, voilà. On a des organismes réactifs, puis on en a d'autres qui suivent. Ils ont effectivement la crainte du bâton, du maréchal en col, ce qui va arriver et qui va dénicher celui qui a dépassé les plafonds, peu importe depuis combien de temps, la personne qui est seule. D'ailleurs, quand on attribue les logements, il y a un maire ce matin qui nous a indiqué qu'il ne manquait aucune commission d'attribution du logement. C'est rassurant quand même. On n'est pas seul face à l'État. Moi, je ne suis qu'un administrateur HLM et membre de la commission d'attribution face au département qui, avec le FSL. C'est quand même intéressant parce qu'on voit à la figure de la personne en face si la personne PP4, c'est-à-dire public prioritaire 4, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus énorme, a vraiment un dossier ou si c'est vraiment la commission qui l'a mis PP4 ou pas quelqu'un qui, pour rendre service, l'a fait. Voilà, on découvre ça. Et ça fait quand même des décennies que je suis à la cale, et j'en apprends encore. Donc on donne souvent le coup de projecteur là où il pourrait y avoir une difficulté, où il y a peut-être eu une exagération, où il y a peut-être besoin de... Ces derniers temps, on fait souvent référence à une ancienne ministre. Ce n'est pas à toi, Emmanuel, ni au ministre actuel, c'est à Mme Boutin. Vous savez, qui s'était fait connaître pour un certain nombre de propositions un peu iconoclastes, qui m'avaient, moi, personnellement, je lui avais dit, j'entretenais de bonnes relations avec elle, parce qu'on s'occupait beaucoup d'économie sociale. Et donc, voilà, quand on travaille sur les COP, les fondations, les associations, on a le temps d'échanger sur d'autres sujets. Donc, je pense que l'obligation de construire est toujours là. Donc, à vous écouter, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a besoin de construire pour notamment... Et nous attendons beaucoup de nos partenaires Action Logement pour le financement, pour le soutien, par la Caisse des dépôts et consignations. Maintenant, je dis bien CDC, pas d'autres noms, pour qu'on cible bien. C'est la Caisse qui est un de nos soutiens, comme le furent les caisses d'épargne à une grande époque. Et puis aujourd'hui, au même titre que le Crédit Agricole et bien d'autres banques. Voilà. Pascal Boulanger, on est impatient de vous entendre. Comment est-ce que vous percevez la question ? Enfin, pour vous, quelles sont les raisons aujourd'hui qui pousseraient à construire plus ?
Alors, je ne sais pas si ce sont des raisons qui poussent à construire plus, mais nous, les promoteurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, on construit un peu moins. Et ça nous perturbe parce qu'on n'a pas envie de faire moins, parce que le pays en a besoin, et d'ailleurs, c'est notre métier, donc on est quand même là pour faire notre métier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a besoin un promoteur pour sortir une opération? Il a besoin de collaborateurs, il a besoin de terrain, il a besoin de permis, de financement, de clients plutôt solvables et d'entreprises pour construire. Bien. Quand on prend ces points-là, on les regarde un par un, et si nous, depuis 2 ou 3 ans, on perd 7-8% par an de part de marché, il y a forcément dans ces raisons des causes cachées. Les collaborateurs, sachez que pas mal de promoteurs ont renoncé à des opérations par faute de collaborateurs. On n'a pas assez de collaborateurs, et ça c'est un mal très français dans lequel il y a un chômage très élevé, et toutes les entreprises cherchent des collaborateurs. Nous aussi, les promoteurs, on manque de collaborateurs, et il y a des opérations qu'on ne peut pas sortir par manque de collaborateurs. Je tiens à le dire parce que ça fait partie aussi d'une politique globale, pas uniquement le logement, mais une politique globale pour éventuellement relancer cette construction. Les terrains, c'est notre matière première, c'est ce dont on a besoin régulièrement, c'est ce qu'on recherche en permanence. La vraie question, mais on se la pose depuis ce matin, Pinel, B2, Pinel. Il y a beaucoup de... Mais j'ai entendu avec intérêt Monsieur le ministre de Normandie dire qu'il va y avoir notamment en Bretagne, dans d'autres régions, à titre expérimental. Mais ça nous a aussi, nous, retiré des terrains, puisque sachez que nous, promoteurs, s'il n'est pas pénalisable, excusez-moi du jeu de mots ou du mauvais jeu de mots, on ne peut pas construire. Et donc, ce sont des terrains pour nous qui sont nécessaires d'avoir cette possibilité Pinel sur ces opérations, sinon ça n'a aucun intérêt. Les permis de construire, on en a parlé depuis ce matin. Les permis de construire, on est en période préélectorale et on remarque quand même les maires qui renoncent à pas mal de sujets permis de construire. Alors ce qu'il y a d'amusant, et ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est qu'on se rend compte beaucoup que les villes dans lesquelles nous, promoteurs, on a envie d'aller, les maires sont plutôt freineurs, parce que ce sont des villes intéressantes et les maires n'ont pas tellement envie qu'on vienne changer leur ville. Vous pensez à quelle ville? Toutes les belles métropoles. Les maires, là, sont plutôt freineurs. Et les maires qui, malheureusement, on en a entendu tout à l'heure, je pense à monsieur qui est devant moi, le maire de Charleville ou Mézières ou d'autres. Vous n'avez pas envie d'y aller? Et là, nous, on n'a pas trop envie d'y aller. Bah oui. Ah bah... Non, mais c'est un vrai problème. Donc, ce n'est pas une question de maire bâtisseur ou de maire pas bâtisseur. C'est une question, sachez que moi, je suis promoteur dans les Hauts-de-France, ancien président de région des promoteurs dans les Hauts-de-France. 6 millions d'habitants dans les Hauts-de-France. Métropole de Lille, un peu moins d'1,2 million. Retenez 1,2 million, ça fait 20%. Et c'est la métropole de Lille qui fait 82,5% du marché. Donc voilà, donc on a plein de... Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour vous donner envie d'aller construire là-bas? Mais ce n'est pas une question de maire. Eux, ils nous donnent envie, ils sont sympas, ils sont adorables avec nous, c'est top. Simplement qu'on a oublié que le patron, c'était le client. Et quand le client n'a pas envie d'aller dans une zone pour des raisons X ou Y, nous, on ne va pas aller prendre le risque. En plus, dans le pire des cas, on ne pourra même pas avoir de fiscalité dite Pinel. On aura du mal à avoir des bailleurs sociaux avec nous puisque c'est une zone dans laquelle ils ont de la vacance. Donc il y a un vrai sujet. Ce n'est pas une question de maire bâtisseur, de maire non bâtisseur, c'est une question de maire qui a vraiment envie de bâtir, mais il n'y a pas le marché. Et les villes dans lesquelles il y a un vrai marché, les maires le savent très bien et ils se disent « je ne vais pas prendre de risque à transformer ma ville ». Donc là, il y a un vrai sujet plus simple et plus complexe à la fois que maire bâtisseur et maire non bâtisseur. Les financements, vous venez d'en parler. Les financements, ça devient aussi un sujet. Alors, ce n'est pas encore un vrai sujet aujourd'hui pour nous. Les promoteurs sont dans l'ensemble assez bien suivis, notamment les nationaux et même les régionaux ont toujours des partenaires qui les suivent. Donc, ce n'est pas encore devenu un vrai sujet. Les clients, on a une bonne demande. Aujourd'hui, on a plus de demandes que d'offres, puisque vous savez que nous, on est équilibré quand on a un an de stock. Aujourd'hui, on est légèrement en dessous de 10 mois, donc ça qui provient qu'on a plus de demandes que d'offres. Et puis un nouveau sujet, on n'en a pas parlé, mais il nous faut aussi des entreprises pour construire. Et aujourd'hui, moult promoteurs renoncent à des projets parce qu'ils ont des appels d'offres totalement infructueux, parce que les entreprises ne trouvent pas de collaborateurs. On en revient au même problème que nous pour nos collaborateurs. Donc voilà un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc en résumé, un marché où il y a les clients, ce n'est pas le vrai sujet. Aujourd'hui, les clients, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est obtenir des permis
en l'occurrence purgé. On n'a pas parlé des recours, mais ça va mieux. Merci à tous les travaux qui ont été effectués depuis quelques années. Et puis après, trouver des entreprises. Je crois que les vrais sujets sont là. La transition est toute trouvée pour Hugues Vanel de la Fédération française du bâtiment. Donc, Monsieur Boulanger nous dit que l'outil de production, finalement, il n'est pas dimensionné pour relancer la construction dans cette configuration-là. Est-ce qu'il faut relancer? Est-ce qu'on peut? Comment on fait? Quel est votre point de vue? Alors, l'outil est dimensionné suffisamment. Et je dirais, on a, au niveau des entreprises de bâtiment, la capacité à répondre à la demande, clairement. Depuis 2007, je crois, on a augmenté de 34% la production et on l'a fait avec 100 000 salariés en moins. C'est-à-dire que nous étions 1,2 million en 2007, nous sommes 1,1 million aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait des gains de productivité et je pense que nos métiers, la numérisation, un certain nombre d'éléments vont faire que, de nouveau, on va faire des gains de productivité. Donc, je ne pense pas que le sujet soit là. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une approche... la relance de la construction passe par quoi? Il y a évidemment un dynamisme démographique, des mutations sociales, je crois qu'on en a largement parlé, et je ne vais pas y revenir. Un sujet qui, nous, chefs d'entreprise, que ce soit du bâtiment ou d'ailleurs, parce que tous les secteurs aujourd'hui peinent à recruter, peinent fortement à recruter. Moi, j'ai des collègues industriels, des collègues banquiers, tout le monde n'arrive pas à recruter. J'espère qu'il n'y a pas de frein lié au logement. Parce que si c'est le cas, c'est grave parce qu'on ne fait pas notre job. Là-dessus, et j'aime à dire d'ailleurs au niveau de la Fédération française du bâtiment, il y a un petit sujet qui m'amuse, c'est 91% des communes de France disposent d'au moins une entreprise de bâtiment. Il n'y a que 55% de ces communes qui ont un restaurant et 59% qui ont un commerce. C'est-à-dire que la répartition géographique des entreprises de construction est totale et parfaite, pratiquement. Il n'y a pas un maire, une entreprise de bâtiment, mais pas loin quand même. Autre élément qui répond à une demande, puisqu'on est bien là pour répondre à des demandes de nos concitoyens, et qui est une innovation quand même, malgré tout, c'est la rénovation énergétique et la mise en accessibilité des logements. Et ça, on s'aperçoit que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce qu'on a 30 millions de logements à réhabiliter en France, que sur ces 30 millions de logements, 50% sont des passoires énergétiques aux mains de personnes de plus de 60 ans. Donc avec une vraie difficulté à améliorer les conditions de vie de leur logement, pour des problèmes de financement notamment, mais bien d'autres. Parce que c'est vrai qu'à 60 ans, il faut une volonté de se relancer dans des travaux complexes, souvent, effectivement. Et ça, c'est un sujet. Le vieillissement chez soi, qui est une attente, je pense, de beaucoup de nos concitoyens, est quelque chose que nous, professionnels, pour l'instant, on a du mal à résoudre. Parce que même si ces populations peuvent avoir des moyens, faire des travaux chez eux, bousculer leur vie, ce n'est pas quelque chose de simple. On s'aperçoit aussi qu'on a des centres-villes dégradés, une obsolescence, et là, on a besoin d'étincelles pour qu'effectivement ces travaux se redémarrent, pour enrayer la perte de valeur d'un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est clairement une action politique importante des collectivités locales, de l'État, de faire en sorte, et à travers Action Cœur de Ville, on est pour moi dans le bon sens de la réflexion. C'est pareil, résoudre les sujets d'habitat indigne, on a parlé de vacances ce matin et ainsi de suite. Il y a des sujets, il faut adapter le logement. La particularité, c'est que c'est pareil, pour l'instant, le marché, il n'est pas là.
Il sera là, sans doute, mais je ne sais pas quand. Alors, on va parler maintenant des territoires. Si une relance de la construction est envisagée, à quel territoire doit-elle bénéficier et quel type de logement doit-on privilégier? Maisons, appartements, petits logements, grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous le permettez, je vais reprendre la parole parce que ce matin, j'ai été directement interpellé, au titre de président du mouvement HLM, Je vous en prie, monsieur Dumont, allez-y. par une étudiante. Alors, je vais lui donner mon numéro de téléphone et on organisera. J'aurais pu... La moitié du travail est fait. Hein. Si je dis ça devant Béraud, je vais me faire engueuler. Non, sérieusement, le logement étudiant, jusqu'à il y a très peu de temps, était non seulement l'apanage des Crous, intouchable. Pour avoir un contact avec le Crous, j'avais profité d'une tribune à laquelle je montais de temps à autre, en disant tout le mal que je pensais du Crous. Le lendemain, j'ai rencontré la présidente du quartier, puis on a discuté. Et on a travaillé ensemble, j'ai rencontré plusieurs fois. Et ils ont obtenu, je crois, d'ailleurs, d'une ministre, des fonds pour au moins mettre à niveau l'état des lieux, des logements, des résidences étudiantes. Mais on a déjà dans le mouvement HLM des résidences étudiantes, dédiées, hein, spécifiquement étudiantes. Et puis on a des colocations, il a fallu améliorer le système, même dans des villes, petites villes et villes moyennes, hein, où le Crous ne venait pas. Mais c'est nous qui avons suppléé, enfin quand je dis nous, dans la plupart des villes, on a suppléé. Il y a toujours une crise. Au mois de juillet, il faut donc qu'on y réponde. Ce sont quand même là des publics spécifiques. On passe l'école d'infirmière de 2 à 3 années d'études. Mais on ne prévoit pas les logements pour ça. Ah ben oui, ben nous, on y répond. Et pour le vieillissement de la population, comme le disait M. Vanel, pour le vieillissement de la population, quelles sont les réponses du monde HLM? Alors, déjà, il y a une mobilité interne systématique pour les personnes. En général, la survivante est une femme, ou la personne survivante est une femme, avec moins de ressources que le couple, quand il n'y a que ses ressources propres, et moins que le couple si elle a simplement une simple pension de réversion à hauteur de 50 ou 52% en fonction de son statut. Et donc, elle se retrouve dans un beau logement, y compris HLM, voire personnel, pas les moyens d'y rester. Elle va dans un logement locatif, souvent privé au départ, puis ensuite, peut-être qu'elle vient dans un logement HLM pour des raisons de famille, de quartier, de soutien, et dans les foyers, logements qui appartiennent des fois au privé, des fois... Donc, il y a, face à la population qui vieillit de plus en plus dans notre patrimoine, une adaptation qui peut se faire, douche italienne, plutôt que baignoire, qui était un casse, non pas tibia, mais la hanche. Et on y est très attentif. C'est pourquoi, parlant après la Fédération des promoteurs immobiliers privés, nous avons, j'allais dire, une cause commune à défendre, que nous défendons souvent ensemble, par des opérations qui sont menées par les uns ou par les autres. Je rappelle simplement la VEFA. La VEFA inversée ou VEFA. Mais la VEFA, heureusement qu'elle n'était pas toujours bien appliquée, ça permettait quand même de négocier préalablement au lancement de l'opération la part que les HLM allaient acheter, qui permettait d'ailleurs de rassurer le banquier, 30%, et surtout de régler le problème de la norme HLM, qui n'est pas la norme générale du logement privé. Donc il faut qu'on soit très attentif à cela. Monsieur le ministre, et je le dis ici un peu solennellement, je ne suis pas favorable à la VEFA à 100%. Je ne citerai aucune ville, et surtout pas Lyon, pour dire qu'on a une expérience telle qu'on voit aujourd'hui, allez, on va dire 5 ans après, 10 ans après, les quelques défauts que cela conduit d'ailleurs à réintervenir. Donc oui, nous faisons de plus en plus d'opérations logement locatif social du HLM avec des opérateurs privés, parfois chacun sa maîtrise d'ouvrage,
parfois une conception qui est partagée, et cela permet de bénéficier parfois de terrains à construire sur des opérations plus importantes. Alors souvent on donne Bordeaux comme exemple. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Je suis allé assez souvent à Bordeaux du temps de l'ancien maire. Je ne sais pas le nouveau s'il continue pareil. L'ancien maire avait, de ce point de vue, me semble-t-il, une approche qui était simple. Il ne parlait pas des milliards qu'il détenait avec sa mairie et sa communauté urbaine. Il parlait simplement 30% de logements locatifs sociaux. Voilà. Alors, et de la part HLM. Donc oui, il faut relancer. Oui, il y a des innovations à amener. Où, concrètement là où il y a de la demande. Là où il y a de la demande. Mais je vous fais remarquer que la demande, il y en a partout. Manifestement, non. Aussi. Écoutez, les maires, attendez, je vois Charleville et Vichy. Il y a des opérations de renouvellement urbain. Il y a des opérations spécifiques, peut-être pour quelques étudiants, ici ou là. Il y a du renouvellement à faire. Donc, et quelqu'un en a parlé juste avant, je pense, c'est peut-être Jarry, tu en as parlé, la démolition, la déconstruction. Ce n'est pas un tabou. Est-ce que ça vaut la peine d'investir énormément de fonds propres que l'on n'a plus, puisqu'on nous les siphonne régulièrement? Là, j'ai quand même réussi à le placer, il fallait bien. Sans quoi, là, les quelques HLM qui sont ici, ils vont me dire t'as raté le coche, là, hein, la RLS et le reste, oui. Donc, oui, non mais, là, monsieur le ministre, nous allons avoir dans quelques jours l'occasion de reparler de tout ça. Les vacances sont passées. D'ailleurs, le dernier visiteur, non pas que vous avez eu, mais la dernière visite que j'ai faite, c'est chez vous. Et la première, ce sera à nouveau chez vous. Il se passe des choses pendant les vacances. Hein, bon. Merci le directeur beaucoup. du PM a réglé le problème. Ça va, on verra après. Merci. La loi de finances. Alors, je ne sais plus où on en était, mais... On parlait de la sectorisation, justement. Voilà. Monsieur Boulanger nous disait que lui construisait en priorité sur les secteurs demandeurs et, comme il le disait lui-même, pénalisables. Est-ce que vous seriez en mesure d'augmenter l'offre et de combattre les déséquilibres territoriaux sans ces incitations fiscales ou dans des secteurs dans lesquels il n'y en a pas? Non, on aurait peur. Vraiment. Vraiment, ça devient vraiment un problème quand j'entends les élus dire qu'ils soutiennent des villes depuis des années, et ils ont raison, et les maires ils sont dans leur rôle, ils défendent leur ville, mais quand on voit que les prix au mètre carré ne cessent que de baisser, nous, on a un problème, les promoteurs, c'est qu'on a un prix fixe. On a un coût de construction, on l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près la même chose de construire. Le prix est le même à peu près partout en France, bon, hormis Île-de-France, mais il n'y a pas des grandes différences. On sait que, terrain gratuit, TVA normal, on va sortir à 2500, 2600 euros le mètre carré à peu près. Quand vous avez de l'ancien, il y a des villes où il y a l'ancien à 800 euros le mètre carré, 700 euros, 900 euros le mètre carré, et vous avez un delta de 3 fois. Personne ne va y aller. Même avec l'écart de performance et le... Personne ne va y aller. Non, on estime l'écart de performance, on estime que l'effort que peut faire l'acquéreur est de 30-35%. Donc, s'il y a une différence de 30-35, oui, on va y aller. Mais quand vous avez une différence entre 900 euros le mètre carré et 2005-2006, vous avez un rapport de 1 à 3. Il n'y a aucun promoteur qui va y aller parce qu'il n'y aura aucun acquéreur qui va jouer. Il va aller dans l'ancien. Donc je pense qu'il y a des villes, c'est dur ce que je dis, mais je le pense de plus en plus, on s'en va vers des métropolisations des territoires, et il va y avoir malheureusement des endroits où les promoteurs privés ne vont plus aller du tout. C'était l'une des raisons du B2 et de ne pas aller dans des endroits. On en souffre, on est demandeur, après on se dit on a été trop loin dans le raisonnement, d'où des essais un petit peu comme ça en Bretagne, mais il y a un vrai problème, et je le redis, je le disais en propos... En débutant les propos, c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est quand même les acquéreurs, quoi. Et si les acquéreurs n'ont pas envie d'y aller, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais j'ai eu un maire qui un jour est venu dans mon bureau, c'est lui qui s'est déplacé, ce qui est vraiment assez rare, un maire qui vient chez un promoteur de Maubeuge, qui est une ville dans la région des Hauts-de-France, pas très développée, hein, qui a eu ses heures de gloire au moment de l'industrie, mais plus aujourd'hui. Et on a réussi à lui démontrer avec des collaborateurs. Et j'avais fait venir des confrères, parce que peut-être qu'ils croyaient que mes collaborateurs ne pouvaient pas être très bons. Et terrain gratuit, on ne voulait pas de son terrain en plein centre-ville gratuitement. Parce que l'ancien était à 800 euros le mètre carré. Alors quand vous dites ça à un élu, on n'en fait pas un copain, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Et donc, je pense que dans quelques années, on ne le verra peut-être pas nous, mais il y aura une métropolisation, il y aura... L'Île-de-France, bien évidemment, 7-8 métropoles très fortes, très puissantes. Et le reste, je ne sais pas. Voilà. Sauf à ce que les pouvoirs publics imaginent un dispositif incitatif. Oui, mais vous me parlez de dispositif, les gens n'ont pas envie.
Alors moi, je veux bien les dispositifs. Ça sert à contrecarrer cette non-envie, je suis là-dessus. Mais vous savez, il y a eu ce phénomène des années 70 où c'était bien d'avoir sa maison, 1000 mètres carrés de terrain à 20 km des centres-villes. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'occuper de leur terrain parce que c'est une nuisance plutôt qu'un plaisir. Et ils ont un quart d'heure à une demi-heure de bouchon tous les matins. Ils ne veulent plus. Nous, on voit, il y a un retour dans les centres-villes, dans les grandes métropoles attractives, et le reste, c'est très difficile. Et les prix de l'ancien continuent à baisser, même dans ces villes, alors que où ces petites villes, excusez, c'est des villes un peu de sous-préfecture, c'est pas péjoratif, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut vraiment le prendre sur une analyse où on se dit, mais on va où ? Ces grandes métropoles, on les a citées, hein, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg, et j'en oublie, excusez-moi peut-être, c'est open, quoi. Tout le monde veut y aller. Tout le monde, les promoteurs se battent pour les terrains, ils sont même prêts à mettre des prix de fou, ou avant même l'opération, jamais on ira à ces prix-là, et puis au final, il y a toujours un collaborateur qui dit, mais allez, faut qu'on y aille. Et ailleurs, c'est compliqué. Je vous l'ai dit, la région de France, que je connais quand même pas trop mal, la métropole lilloise, 20% de la population, 82% de l'activité. Bon, j'ai tout dit. Luc Vanel, vous ne sembliez pas partager le point de vue de Pascal Boulanger. Ah oui, alors, vous avez réagir. Non, enfin, c'est effectivement, je viens de Bretagne, on a participé activement à cette réflexion sur le Pinel de projet, sur un maillage beaucoup plus fin, d'être en capacité d'intégrer des réflexions sur des territoires ayant des besoins à construire, mais sur des villes qui ne sont pas correctement zonées. Et donc, on s'aperçoit que la demande est forte, même enfin, pour les promoteurs eux-mêmes, hein, puisque c'est bien des produits de promoteurs que l'on espère pouvoir valider au mois de septembre. Il y en a 54 projets sur l'ensemble de la Bretagne, sur des zones B2, principalement, un petit peu en C, mais j'aurais aimé un petit peu plus, mais un petit peu en C, mais en tout cas en B2. Et ça, c'est un élément extrêmement structurant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur des territoires, on peut avoir ce besoin de construire. On est partis, les promoteurs eux-mêmes, hein, de la région Bretagne, de dire le Pinel à Rennes, ça ne sert à rien. On construirait quand même, compte tenu de la pression foncière, de la pression sociale, pour produire du logement. On le ferait quand même. Par contre, là où on a des besoins extrêmement importants, c'est dans... Alors, vous n'aimez pas les villes moyennes, je ne sais pas quel terme vous voulez, mais dans les villes moyennes, je pense qu'on a un vrai intérêt et que l'incitation fiscale aurait toute sa valeur d'être en capacité de faire venir des investisseurs, puisque, effectivement, ces investisseurs solvabiliseraient leur investissement grâce à ce système. Donc, oui, mais est-ce qu'il y a les locataires derrière? C'est ça. Non, mais je sais pas. D'accord avec vous jusqu'au premier étage de la fusée, mais après... Je vous rassure, ce sont des promoteurs qui lancent les projets, hein, ce n'est pas les entreprises de bâtiments. Je dis, on a défendu cela, ça a été un débat collectif avec les élus, puisque ça s'est fait ISOCU pour l'État, donc faire en sorte que les grandes villes limitent leurs besoins en Pinel pour les transférer à d'autres collectivités. Enfin, c'était vraiment une pensée de partenariat entre les territoires. Je pense que ça, c'est important. On s'aperçoit que, ne serait-ce que sur les petites périphéries, nous, en Bretagne, on avait 2 villes, Rennes et Saint-Malo. Point. Et effectivement, on a parlé de Brest tout à l'heure, on a parlé de Vannes. Voilà, c'est des endroits où il y a des besoins, bien entendu pas répartis sur l'ensemble du territoire. On est sûr, comme on évoquait ça ce matin entre Biarritz et Bayonne, évidemment, on n'est pas dans des zones... Nous, on est beaucoup dans des zones touristiques, bien entendu. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi, mais bien ciblé sur l'iris, sur des petits maillages, voire des carrés très fins. On est capable de faire de la couture. Et vous savez, on est quand même dans un monde de big data. Toutes ces infos, on les a. On est capable de les affiner. Le besoin de logement, on est capable de le connaître. Et puis, de toute façon, c'est pareil. Le besoin de reconstruire, même dans des centres-villes anciens, pour garder nos anciens
dans les centres-villes, il faut qu'il y ait des ascenseurs. Le centre-ville de Rennes, qui est quand même une ville dans les 17 métropoles, dans le centre-ville ancien, il y a 30 ascenseurs. Uniquement 30 ascenseurs. Si on veut garder les populations âgées dans ces cœurs de ville, il faut qu'on soit en capacité. Or, installer un ascenseur dans un immeuble ancien, c'est un vrai problème. Parce que ça, je vais le faire simple, mais ça pète tout. Il faut transférer des mètres carrés de la copro du particulier à de la copro, et ainsi de suite. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui, à mon avis, mais c'est une expérimentation, je souhaite clairement... Vous y verrez clair dans combien de temps? Pardon? Cette expérimentation, c'est jusqu'à quand? Clairement, ce sont des projets qui étaient déjà initiés par les promoteurs. Donc on n'a pas été dans l'aventure. On ne s'est pas lancé à dire on va faire... Les projets, ils existaient déjà. Il y avait juste besoin de l'étincelle pour qu'ils soient lancés. Ils vont l'être en 2020-2021. Est-ce que ça peut aussi relancer l'accession à la propriété dans ces secteurs, puisqu'on sait qu'en zone B2, en zone C, les particuliers font essentiellement construire des maisons individuelles. On connaît les problématiques d'étalement urbain. Et puisque ça va aussi aider, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les promoteurs travaillent avec les bailleurs sociaux pour mettre un pourcentage de logements sociaux dans leurs opérations, est-ce que ça va permettre aussi de développer un parc, c'est une question à M. Dumont, est-ce que ça va permettre aussi de développer un parc de logements sociaux de meilleure qualité dans ces endroits-là? Mais ces opérations ciblées telles qu'elles viennent d'être exposées dans des secteurs où il pourrait y avoir une sortie du patrimoine HLM de quelques couples, ménages, familles ou personnes qui ont besoin d'un nouveau logement et on peut un peu plus de moyens. Et ça peut permettre aussi, mais ça c'est aussi une concurrence. Moi je me suis fait interpeller par vos HLM nous enlèvent nos locataires. C'était du produit cédié, du produit défiscalisé. Donc le produit défiscalisé, puisqu'il est défiscalisé, l'État, les pouvoirs publics, Monsieur le ministre, ont les moyens, effectivement, de les cibler, en accord avec les élus locaux. Et ça peut être non seulement un outil économique, mais un produit d'appel pour des communes telles qu'elles ont été exposées précédemment. Et pour le mouvement HLM, ce peut être aussi le moyen de donner un flux sortant et de regarder pour d'autres produits. Sur l'accession à la propriété, l'accession à la propriété qui se développe, c'est un signal fort d'une société qui est, je ne sais pas, le terme paisible n'est pas adapté complètement, mais qui est assez sereine sur le plan de leur économie. Alors on va... Voilà, confiante et responsable. Et il y a un besoin alors pas les 80% qu'on avait chanté à une époque, mais il y a une vraie appétence pour l'accession sociale à la propriété. Pas obligatoirement pour mettre son cheval ou son chien, mais aussi dans le collectif, pour réapprendre peut-être à vivre en centre-ville, dans des villes où il y a une culture, il y a une animation, il y a des écoles, il y a le collège, il y a le lycée, et puis il y a le sport. Bon, tout ça, ça fait vivre. Or, les collectivités qui veulent regagner leur cœur de ville ont peu de moyens. Et l'immobilier est un de ces éléments clés, facteurs de développement. Donc, si on veut développer, oui, pourquoi ne pas accompagner cela avec les PSLA, voilà, avec les outils particuliers. Hein, les EFS. Oui, les EFS. D'ailleurs, les EFS, me semble-t-il, Monsieur le Ministre, ça a intéressé les premiers qui ont réagi, la promotion privée comme la promotion HLM. Nous avons des intérêts, là, communs, pour mener des opérations. Et même dans les grandes métropoles, on a besoin maintenant d'opérations plus petites. Les grandes étendues de ZAC, de zones aménagées qui se faisaient, on les voit de moins en moins. Mais il y a des cibles en termes de terrain ou de bâtis trop anciens et trop onéreux à remettre en état. Il vaut mieux démolir et construire ensemble
là pour la mixité du statut, elle passe aussi par la mixité de l'offre immobilière. Si on vous suit, ce sera plus rentable de démolir pour reconstruire que de rénover massivement dans de nombreux cas. Oui, et on aura toujours des courants d'air. Hugues Vanel, Oui, vous êtes d'accord là-dessus? Il faut démolir? Juste réagir, parce qu'on a parlé effectivement des zones tendues, on a parlé des villes moyennes, j'aurais parlé un petit peu de la ruralité. Et je vais vous interpeller un petit peu, Monsieur le Ministre, sur un message qu'on a entendu hier à la réunion des entrepreneurs de France. On a bien compris effectivement que vous assumiez pleinement le choix politique de couper les aides à la construction hors zone réputée tendue pour favoriser la reconquête des centres-villes. Et alors on est inquiet parce qu'on a cru comprendre que, mais vous allez nous confirmer si c'est la réalité ou pas, c'est que, même si bien entendu nous soutenons l'action cœur de ville et que effectivement on est très favorable à la réhabilitation, requalification des logements, mais en même temps, on ne voudrait pas que la construction neuve, et notamment la maison individuelle dans les zones rurales, disparaisse. Et ça touche directement le PTZ, parce que sans PTZ dans ces zones rurales, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que ce sont des zones où il n'y a pas de locatif du tout, pas social, pas privé, rien du tout, que les jeunes ménages qui ont volonté à se loger n'ont pas d'autre solution que de construire un logement. La particularité, c'est que rentrer dans un logement ancien, dans un petit bourg, on a bien expliqué que financièrement c'était très très compliqué, qu'en plus on paye des droits de mutation qui viennent rajouter au coût de la rénovation, qui font qu'effectivement ces jeunes-là ne trouvent pas de solvabilité au-delà de la production de logements, et notamment de l'individuel, qui représente un marché important pour nous. Alors, est-ce qu'on a bien compris que... Parce que la particularité, c'est pareil. On a des sujets, nous, dans la construction de temporalité. Clairement, avant que la restructuration, réhabilitation des centres-villes soit effective et productive, il va se passer un certain temps. Et par contre, si on coupe tout de suite le PTZ, là, on va avoir un effet de blanc total pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc là-dessus, je voudrais savoir si j'ai bien compris le message, parce que je pense que dans cette politique-là, pour ce qui est de la ruralité, il ne faut pas qu'on lâche la proie pour l'ombre et qu'on soit attentif à ces délais de production. Merci Hugues Vanel, merci beaucoup messieurs pour vos interventions constructives. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à voir si tout ça va prendre corps dans les villes, dans la ruralité, dans les agglomérations moyennes. Merci beaucoup. Merci.